moi, j'ai rencontré la maternité des Lilas alors que j'étais encore étudiant kinésithérapeute pour la grossesse, pour la naissance de ma première fille. Et à l'époque, le livre de Le Boyer venait de sortir. Et avec un couple d'amis, on cherchait une maternité où ça pouvait se faire. Ça ne se faisait pas. Et puis un jour, le copain nous appelle et nous dit « Mais j'ai rencontré des doudingues dans un chalet en bois. » Bon, il se trouve que c'était à côté de chez moi. Et on va aller voir. Et puis on est tombé sur des gens qui ont accepté de vivre cette aventure. Et Élodie, qui est née, a été le deuxième enfant, accompagné par Gérard d'ailleurs, à naître avec cette approche-là de Le Boyer. Alors, à cette époque-là, je terminais mes études, j'ai dit, je vais être kiné au Lilas. Et puis, effectivement, quelques temps plus tard, je suis devenu kiné au Lilas. Le poste n'existait pas, il y avait un kiné qui venait de temps en temps, et il a fallu créer toute une série de choses. Alors, c'est vrai que j'ai rencontré des gens merveilleux. Bon, bien entendu, Doris, qui n'était pas là au début, mais qui nous a rejoints après. Pierre Boutin, que vous voyez là, avec Doris et moi, qui était le fondateur de la maternité, et puis mes amis qui m'accompagnent, Gérard, Chantal, Eric. Et ça a changé ma vie, vraiment, pas seulement au niveau professionnel, mais à des tas de niveaux. Alors aujourd'hui, je voudrais vous donner quelques repères, quelques jalons, pour faire en sorte qu'une maternité, mais on pourrait l'appliquer, je crois, à n'importe quel service de médecine, soit plus humaine, mais aussi ceux qui risquent, quand ça fait défaut, de faire en sorte que ce ne soit pas humain. Alors, c'est dans les années, Eric vous l'a rappelé tout à l'heure, dans les années 50-60, qu'on a vu se développer ce qu'on appelait l'accouchement sans douleur, qui a été ensuite suivi par la psychoprophylaxie frigale. Hein. Ça embrouillait déjà un peu les choses. Alors, c'est vrai qu'à notre époque, quand on évoque ça, ça paraît un peu ringard, mais il faut quand même se situer à l'époque. Ça a été un véritable combat féministe, humaniste. Il s'agissait d'apporter aux femmes les connaissances qui leur permettaient, de temps en temps, je vais lire, ne m'en veuillez pas, qui leur permettaient de ne pas s'installer dans la résignation et de refuser la fatalité. Et c'est vrai que l'apocalypse de l'accouchement était inscrite... Ah oui, un petit problème. D'accord. L'apocalypse de l'accouchement était inscrit dans l'inconscient, inconscient collectif et individuel, et l'intensité, la violence de l'accouchement venait renforcer cette fatalité. Et plutôt que de laisser croire que cette difficulté à accoucher était le résultat de la punition de l'une d'entre elles qui, il y a longtemps, avait commis une faute, plutôt aussi que de laisser croire que les femmes, les pauvres femmes, n'avaient aucune ressource pour affronter les difficultés, on a apporté les connaissances. C'est un mot qui va revenir souvent aujourd'hui, je crois, les connaissances, qui permettaient d'aborder le plus sereinement possible cette histoire. Attends, je mets ça. Par exemple, on a expliqué ce qu'était l'utérus, ce qu'était le muscle utérin. Alors, c'est vrai que quand je dis ça, des fois on me dit « Roland, t'exagères, les femmes ont toujours su qu'elles avaient un utérus ». Vous savez, je suis spécialiste de la rééducation du périnée, et quand on voit la méconnaissance qu'on a à notre époque, hommes et femmes, du périnée, on peut imaginer qu'il y a 60 ans, on n'en savait pas beaucoup plus sur l'utérus. Alors, on a expliqué aux femmes ce qu'est un périnée, le muscle utérin, les contractions utérines, et plutôt que de subir les choses, eh bien, on pouvait, grâce à ces connaissances, gérer les forces extraordinaires qui vous appartiennent, mesdames. Alors, ça n'a pas été un combat facile, on s'est heurté à des tas de difficultés, notamment parfois celles que la condition féminine névrotique satisfaisait, mais aussi ceux du milieu médical qui, évidemment, refusaient de partager les connaissances. Eric nous l'a dit tout à l'heure, c'est un médecin, le docteur Fernand Lamaze, que l'on doit la propagation de la méthode, et il s'était entouré de Madame Borel, sage-femme, et de son mari, kinésithérapeute, qui, à eux trois, ont apporté leurs connaissances pour travailler en synergie et compléter cette approche. Attendez, excusez-moi. Ça fait soif. Alors, aider une femme à se préparer à accoucher, c'est pas lui apprendre à accoucher. C'est d'apporter le maximum de repères anatomiques, physiologiques, mais pas seulement anatomiques et physiologiques, psychologiques, aussi sociaux, culturels, symboliques parfois,
qui lui permettent d'aborder le plus sereinement cette histoire. Alors, les intervenants, je ne dis pas ça par flagornerie parce que vous êtes plein de sages-femmes, mais je crois que les intervenants les mieux placés sont les sages-femmes, c'est leur quotidien, c'est leur art d'accompagner les femmes, le diagnostic de la grossesse, le suivi de la grossesse, le postpartum, mais aussi évidemment leur quotidien qui est la salle de naissance. Et c'est les sages-femmes qui vont assurer en salle de naissance le repère essentiel, rassurant pour cette femme qui est en train d'accoucher. Pour autant, au fil des années, eh bien, on a éprouvé le besoin de compléter ces informations essentielles mais non exhaustives avec d'autres approches qui apparaissaient au fil de l'histoire de la préparation. Une des premières préparations, historiquement parlant, je crois que c'était en maternité, ça a été le yoga. Des professeurs de yoga ont apporté tout l'intérêt de la relaxation, de la maîtrise du souffle. Moi, je ne peux pas vous en parler, je pratique pas le yoga. Aussi, des sophrologues ont appris à des femmes à s'installer de manière autonome dans des états de relaxation intenses, avec des techniques, entre autres, de visualisation positive. Il y a eu aussi des praticiens de la psychophonie qui ont adapté ce travail à l'événement de la grossesse et ont démontré l'importance des sons dans la rencontre avec l'enfant in utero, mais aussi pour l'accompagnement de la naissance de l'enfant. Il y a eu des spécialistes de la gymnastique aquatique qui ont démontré tous les intérêts des mouvements dans l'eau. Alors, à cette époque de bouleversement corporel, des kinésithérapeutes ont apporté leurs connaissances spécifiques du corps pour développer la conscience du corps dans l'espace et aussi développer des libérations articulaires et musculaires. Les ostéopathes, eux, ont affiné ces libérations tissulaires, aponévrotiques, faciales. Ouais, beaucoup de choses sont apparues au fil des années. Les psychologues ont aidé des milliers de femmes à ne pas s'installer dans ce qui peut être parfois la confusion des sentiments et à affronter des situations qui parfois sont exacerbées par l'arrivée d'un enfant. Aussi, l'autonomie dont Cathy nous a parlé tout à l'heure est venue apprendre aux futurs pères et mères tout l'intérêt du toucher pour la rencontre avec l'enfant in utero, mais aussi pour sa naissance et après. Et c'est cette diversité de techniques complémentaires qui crée un peu actuellement la richesse d'une préparation globale qu'on peut proposer à des femmes qui vont accoucher. Alors, cette diversité, elle permet d'apporter le maximum de connaissances nécessaires et s'opposer à l'apport de la totalité des moyens, c'est s'opposer à l'émancipation indispensable pour rendre cette époque plus facile. Et interdire la connaissance, c'est permettre l'installation de la résignation. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que la première tâche d'un État dictatorial, c'est d'interdire l'accès à la culture, aux connaissances. Elles sont source d'émancipation et donc de rébellion possible. Et beaucoup peuvent craindre l'émancipation des autres installés dans ce qu'ils croient être le confort de leurs privilèges et de leur pouvoir. C'est vrai que tout être humain insatisfait de sa propre vie, parfois à cause d'un événement présent, mais souvent à cause de son passé, une histoire, une enfance parfois banale, mais marquée par des interdits, des difficultés à exprimer ses émotions, et bien, tout être humain insatisfait de sa propre vie est peut-être tenté de prendre le pouvoir sur l'autre. Il pourra croire y trouver là la frustration la réparation à ses frustrations, et il se confortera dans des tas de prétextes. Les prétextes, c'est la morale, c'est les convenances, c'est les habitudes, c'est l'argent, c'est la technique. On en parle beaucoup en médecine. La technique et l'hygiène sont souvent des prétextes un peu abusifs. Et quand on est enfermé dans ces prétextes, eh bien, on cherche par tous les moyens à assurer l'assise de son pouvoir. Alors, malheureusement, certains qui sont sous la domination d'autres qui ont le pouvoir iront jusqu'à lui accorder ce pouvoir. C'est vrai que c'est plus facile de prendre le pouvoir sur les uns quand les autres, quand ils vous l'accordent spontanément. Et malheureusement, la médecine et les soignants n'ont pas échappé à ce système de pouvoir. Et ce pouvoir, il était au départ favorisé par la situation des différents protagonistes. Il y en a un qui est malade, qui est couché, l'autre qui est bien portant et qui est debout.
il y en a un qui ne connaît pas, le malade, le premier ne connaît pas les moyens d'affronter la maladie, l'autre possède le savoir et donc le pouvoir de guérir. Alors, ce pouvoir, il est merveilleux quand on veut bien le partager, mais il devient dangereux quand il devient abus de pouvoir, et pouvoir de vie, mais aussi pouvoir de mort. Alors, après avoir accordé en partie à la femme toute une partie de ses droits légitimes, eh bien, dans les années 70, 74 précisément, 73, on a, comment dire, attendez, je suis un peu perdu. 70. Oui. Hein, oui, c'est à cette époque-là qu'il y a eu un regard nouveau sur la naissance de l'enfant. Et le bébé, à ce moment-là, n'a plus été considéré uniquement comme un objet de soin, mais comme une personne qu'on respectait dans ses sensations et dans ses émotions. Alors, c'est vrai que pour moi, ça a été quelque chose d'extraordinaire, la lecture de ce livre de Le Boyer, où il décrivait une attitude dans laquelle, à travers des gestes simples, on prenait le temps de la rencontre, on prenait le temps des sentiments, on prenait le temps de l'amour. Alors, on surveillait, c'est là où on a été critiqué, mais tout en surveillant l'état de santé de l'enfant, on le posait sur le ventre de sa mère, c'est le lieu le plus chaud, le plus tendre, le plus accueillant. Enfin, c'est vraiment le plus pratique. Hein. Oui, donc, je me demande pourquoi il fallait aller dans la pièce d'à côté pour le poser sur une paillasse, hein, ce gamin. Aussi, il y avait des caresses, il y avait des regards, il y avait des mots qui venaient apaiser l'intensité, la violence de naître. Hein. On proposait un bain chaud, je crois qu'on ne le fait plus beaucoup malheureusement. Hein. Bien entendu, on proposait le sein immédiatement. On se permettait de ne pas mettre en avant seulement l'acte médical. Alors, l'acte médical était présent, disponible si nécessaire, mais certainement pas systématique. Et comme l'a dit Eric tout à l'heure, on nous a accusé des pires choses, de manque d'hygiène, de sécurité, de professionnalisme. Alors, c'est là, bon, on accouchait à la lueur des bougies, on accouchait sur de la paille, on laissait la chèvre dans le jardin, en général, on disait, bon, enfin, bon. Des trucs. Et c'est vrai que devant tant de mensonges, de non-sens, devant tant de haine, fake news, de haine qui était révélateur de la misère intellectuelle de Kisla Manet, il nous fallait opposer la cohérence, la rigueur d'une technique sans reproche. Je crois qu'on a bien assuré à l'époque. Hein. On est là, on n'est pas en prison. Oui. Et donc, c'est grâce à la cohérence d'une équipe qu'on a pu avancer dans cette attitude-là. Alors, de nombreuses équipes l'ont adopté. C'est ce qu'on disait tout à l'heure aux tables rondes. On est quand même fiers parce que je crois qu'on a fait des petits. Alors, certaines équipes l'ont adopté par conviction profonde, d'autres par mode, mais aussi par clientélisme. Hein, on le sait très bien. Hein. Dans ces maternités que je cite positivement, eh bien, ça a été le lieu d'accueil de professionnels qui étaient souvent épris d'humanisme et qui voyaient dans l'accompagnement de la naissance d'un petit homme une véritable révolution, non pas politique, mais affective. Et c'était des lieux d'écoute, des lieux de parole, des lieux de respect, des lieux de vie. Et c'était des lieux où on était bien. Je dis on était parce que je suis à la retraite. Enfin, pas seulement. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que malheureusement, à l'heure actuelle, les gestes sont restés, mais on les a vidés de sens et c'est devenu des gadgets un petit peu vides de sens. La science médicale, elle a évolué vers plus de technologie, d'hygiène, et sont apparues des contraintes financières très très restrictives et aussi des contraintes médico-légales, parfois justifiées, souvent abusives. Hein. Alors, les contraintes, on peut les accepter quand elles nous paraissent aller dans le bon sens, mais on doit les critiquer lorsqu'elles nous paraissent complètement injustes. Et c'est vrai que l'équipe médicale la première mission de l'équipe médicale, c'est d'assurer la sécurité. C'est ce que les femmes, c'est ce que les couples viennent nous demander, inquiets de voir des fois leur histoire d'amour se transformer en histoire difficile, voire dramatique. Mais on n'est pas pour autant obligé d'y répondre à 100% et de tomber dans le piège de l'hypermédicalisation. Moi, je me pose toujours la question de quel intérêt fondamental on peut trouver dans sa vie à se faire valoir d'abord et uniquement
à partir d'une technique acquise et non pas innée. Je pense évidemment aujourd'hui à la médecine qui semble accorder le pouvoir évoqué plus haut. Quand on écoute les patients, on s'aperçoit que ce qui compte le plus, c'est les qualités humaines, l'écoute, le respect des gens. Bien sûr, le geste médical doit être réputé efficace, mais c'est pas ce que les patients nous demandent. Ça, c'est acquis. Ça devrait être acquis quand on sort des études. Alors, l'aspect mystérieux, en tout cas entretenu comme tel de la médecine, est une particularité propre à la médecine. Les connaissances du corps, de son fonctionnement, de ses pathologies et de leurs remèdes, ça paraît inaccessible à beaucoup. Et c'est vrai que celui qui les possède pourra se croire supérieur à celui qui ne sait pas. Alors ce travail, c'est un travail long, c'est un travail difficile, ce travail d'apprentissage de la médecine. Et ça paraît logique de vouloir en tirer profit. Alors le profit, ça peut être d'abord, je crois, la fierté de ce qu'on fait, la fierté d'apporter une activité irremplaçable, d'aide, d'accompagnement, de moments un peu extraordinaires de la vie. Un autre profit, ça peut être l'argent, mais on sait que certaines professions médicales sont très mal rémunérées, beaucoup plus mal que d'autres professions qui comportent moins de difficultés et moins de responsabilités. Et ce profit, aussi, ça peut être le pouvoir que j'évoquais tout à l'heure, ce pouvoir qui est accordé spontanément par une culture dont les valeurs sont souvent perverties. Alors, ces abus de pouvoir, j'allais dire en maternité, en médecine, on les retrouve à tous les niveaux. Ça va du grand patron à l'attitude odieuse que l'on craint, mais que l'on respecte, un peu comme si la reconnaissance de ses qualités devait inévitablement s'accompagner du mépris des autres. Mais ça va aussi jusqu'au soignant le moins diplômé, mais qui, lui, se sent non malade, supérieur aux patients. D'ailleurs, on imagine, on rencontre de temps en temps des moins diplômés qui singent le premier, le plus diplômé, croyant y trouver là la réparation à leur frustration. Évidemment, c'est loupé. Et la richesse d'une équipe médicale, elle est contenue dans la diversité des professionnels qui la composent. C'est vraiment ce qu'on a rencontré en maternité des Lilas. Chacun apporte ses connaissances qui, en synergie, aboutiront à cette qualité de mise en œuvre des moyens à la prise en charge nécessaire à la prise en charge thérapeutique. Connaissant son rôle, ses intérêts, ses limites, chacun se satisfait pleinement d'avoir apporté ses connaissances. Alors, cette attitude nécessite d'abord la toute fierté de ce qu'on est. On peut être fier de ce qu'on fait, mais aussi la modestie de ce qu'on n'est pas, ce qu'on ne rencontre pas toujours en médecine. Et ça exige, je crois, l'intelligence d'un esprit débarrassé de confusion. Tout à l'heure, on parlait d'intelligence. Cette attitude, elle passe aussi évidemment par le respect. Le respect, c'est soignant-soigné, mais aussi soignant-soignant, qu'on ne rencontre pas toujours dans les hôpitaux. Le premier rôle de la médecine n'est pas de guérir les gens malgré eux. Ça consiste d'abord à apporter les connaissances acquises par certains pour aider d'autres à trouver en eux les énergies pour affronter, affronter, vaincre la pathologie. Et seulement si ces énergies... Oh non, arrête. C'est moi qui viens. On a 15 minutes pour chacun. Oui, j'en ai pour 3 minutes. Hein. Mais il faut que je recommence 3 pages en avant parce que je sais plus où j'en suis. Alors, c'est seulement si ces énergies font défaut qu'on va alors là apporter des comportements, des techniques manuelles, instrumentaux, biochimiques qui n'appartiennent pas aux patients. Alors cette attitude, elle est vraie bien entendu pour les pathologies, mais aussi pour des situations qui ne sont pas forcément des pathologies, et la grossesse est l'une d'entre elles. Alors, on dit que la grossesse c'est naturel, que c'est pas une maladie, soit c'est quand même une histoire à risque. Et que la médecine a considérablement fait baisser la mortalité néonatale. Faut-il pour autant en profiter? Je ne crois pas. L'aspect essentiel d'une grossesse, d'un accouchement, d'une naissance, je lis parce que ça ira plus vite, n'est certainement pas d'abord l'acte médical qui maintenant l'accompagne, mais plutôt l'acte social, culturel, relationnel, affectif et émotionnel. Alors, la pathologie ne doit pas venir perturber cet essentiel, mais lorsque l'acte médical s'empare totalement de la naissance d'un enfant, eh bien, on en perd l'essentiel.
À notre époque, on développe de plus en plus grosses unités de soins et la survie des petites unités est vraiment menacée. Alors, on doit faire avec les contraintes nouvelles imposées par l'évolution de la technique, par les pouvoirs qui régissent notre activité. Aussi, on doit faire avec la demande des usagers qui s'adressent à nous. Mais cette demande, elle est souvent faussée par des informations incomplètes, des informations erronées, des informations mensongères. Alors, on n'est pas obligé de répondre systématiquement. On peut rester très, très critique face à ces demandes, mais en apportant les informations qui nous semblent les plus justes. Et on a le devoir de rendre nos patientes exigeantes. Alors, non pas exigeantes en tant que service de consommatrice de soins précieux, mais en tant que tout ce qu'une équipe obstétricale peut apporter pour le bien-être, pour le confort, pour le bonheur de cet événement. Et on n'a pas à craindre ce type d'exigence. Ça fait peur quand on dit aux gens, mais rendez vos patientes exigeantes. On n'a pas à craindre ce type d'exigence. Satisfaite, elle nous apporte toute la fierté de ce qu'on fait. Alors c'est vrai que tout cela, ça demande du temps, ça demande de la réflexion, ça demande de la rigueur, mais ça apporte beaucoup des satisfactions qu'on peut attendre de sa vie professionnelle inscrite dans un projet de vie culturel et humaniste. Je vous remercie.